Bien, bonjour à tous. J'ai un peu changé le titre, mais le contenu est le même que le résumé que j'ai mis, même si le titre du résumé n'est pas le même que le titre qui est là, qui n'est pas le même que celui-ci. Les choses s'affinent au fur et à mesure. Alors j'ai un exercice qui est délicat à faire, c'est de résumer 1 an et demi de travail effectué par les 3 personnes qui sont là, mais essentiellement Claude Mantet sur l'aspect biologique, Noémie Miché sur l'aspect macrobenthos, en 20 minutes. Donc il va y avoir évidemment des coupes en 15 minutes. Merci, je pensais que c'était 20 minutes. Donc des coupes dans le budget. Donc je suis prêt à préciser certaines choses qui vont peut-être être dites un peu rapidement et de manière brutale, ce qui me caractérise souvent dans cet exposé. Donc toute notre histoire commence avec ce graphique qui représente de 1994 à fin 2010 pratiquement, l'évolution mensuelle en hectomètres cubes par mois des débits de la centrale de Saint-Chamas. Donc comme vous le savez, la politique des rejets a été modifiée en 2005, ça se voit à l'œil nu. Vous avez ici en barre bleue les moyennes de les moyennes annuelles de chacun de ces débits, et en grisé les écarts types de ces mêmes valeurs. Et ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 2005, effectivement, toutes ces barres bleues baissent, c'est pas la peine de faire de tests statistiques, on le voit à l'œil nu. Alors, il s'agissait, Georges l'a précisé, je pense que vous l'avez entendu hier, j'étais pas là, à la fois de respecter un seuil de salinité minimum sur l'ensemble de l'étang, ce qui est respecté. Quand on lit les rapports du JPREB, EDF s'est engagé à faire quelque chose et c'est respecté. Et il fallait aussi contrôler la variabilité des rejets. Alors à ce propos, il y a un graphique qui est intéressant, c'est de représenter cette moyenne contre cette variabilité. Et on se rend compte que lorsque vous contrôlez, du moins avec les protocoles qui sont engagés par EDF, lorsqu'on contrôle la moyenne, on fait également baisser la variance du système. C'est ce qui était demandé. Les études précédentes montraient que la variance des rejets avait une importance pour l'instauration des divers assemblages biologiques qu'on pouvait trouver dans l'étang de Berre. Et ici, cette opération s'effectue quasiment de manière linéaire, 1 pour 1. C'est-à-dire si vous baissez d'un point la moyenne, vous allez baisser d'un point l'écart type du système également. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'il ne faut pas trop d'énergie pour baisser la variabilité de ce système. Alors, ça m'amène à poser 2 questions. C'est comme on voit qu'il y a des efforts qui ont été réalisés sur les débits, quels impacts ça va avoir, ces effets, sur la physique du système, qu'est-ce que ça modifie? Est-ce que ça modifie la salinité? Est-ce que ça modifie plus l'oxygène? Est-ce que c'est la température qui prend? On ne sait pas. Et 2, ce qui va nous intéresser ici, c'est les facteurs biologiques, leur réponse face à cette baisse des débits. Est-ce que c'est évident de répondre immédiatement, de dire, ben voilà, on baisse tant de débit, on obtient un système biologique qui est dans tel état? On va regarder ça au travers d'un ensemble d'indicateurs non exhaustifs. Je ne peux pas tout expliquer là-dedans. J'ai pris que quelques points, des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Alors, cette étude, donc ce que je vous présente, a été fait à partir de la grande base de données du JPREB, qui commence sérieusement en 1994 au plan Barnier et qui a été prolongée avec un trou entre 2000 et 2002, lié au fait qu'on est passé de la structure mission pour la reconquête au JPREB. Donc il y a eu un arrêt des mesures qui ont été faites. Donc j'utilise cette base de données avec des mesures bimensuelles de profil de température, de salinité et d'oxygène dissous, ici exprimé en pourcentage de saturation, sur 10 stations qui sont les mêmes que celles que Georges a présentées tout à l'heure, où on va faire du benthos également dessus. D'accord? Alors voici le type de données qu'on va trouver sur ces différents points. Ce que vous avez ici, c'est la station H12 qui est ici. Sur ce graphique, la température. Sur celui-ci, la salinité. Sur celui-ci, l'oxygène. Ce que vous avez en noir et en blanc, ce sont chaque fois les moyennes des profils de 0 à 8 mètres pour cette station H12 en température avant 2005 en noir, et, avant 2005 en blanc et après 2005 en noir. D'accord? Et vous avez, j'ai mis ici les intervalles de variabilité, les quantiles à 10% et à 5% et à 95%. Donc vous voyez que pour la température, il n'y a pratiquement aucune différence entre ce qui s'est passé avant et après. C'est logique. Les mesures sont répétées de manière uniforme dans le temps, ce qui fait que vous tapez aussi bien l'été, l'hiver que les autres saisons. Donc il n'y a pas de raison, sur une échelle de temps d'une vingtaine d'années,
d'avoir des variations de température. Peut-être que dans 50 ans, ce ne sera plus le cas, pour les raisons que vous connaissez. Voici ce qui se passe pour la salinité. Donc vous voyez qu'on a ici une cassure une cassure de la stratification entre 6 et 8 mètres, liée au fait qu'on apporte moins d'eau douce et qu'il y a un lissage qui est fait de manière hebdomadaire. Par contre, les intervalles de variabilité se recouvrent énormément. C'est-à-dire, est-ce que cette cassure est significative ou pas? C'est la question qu'on se pose. Et on a quelque chose de moins évident sur l'oxygène également. On a ici des niveaux qui sont à 100% de 0 à 4 en moyenne. Alors je rappelle que les mesures qui sont faites dans l'étang de Berre par le JPREB sont faites dans des conditions calmes, en général. Il n'y a pas de Mistral, il n'y a pas de choses comme ça, puisqu'on ne peut pas sortir le bateau. Donc c'est des conditions météorologiques qui sont calmes. Ce qui veut dire que les problèmes principaux d'anoxie, et ce n'est pas nouveau, se situent à partir de 4 mètres. On voit qu'il y a un plongement pratiquement jusqu'à 0 en moyenne avant 2005, et une amélioration, mais on a toujours une stratification à partir de 4 mètres. Ce qu'on change, c'est la forme de cette courbe, en fait. On verra ça tout à l'heure. Alors si on s'intéresse à l'évolution dans le temps, de tous les étangs, c'est-à-dire j'ai fait ici, j'ai pris les enveloppes min et max de la température de 1994 à 2010, de la salinité de 1994 à 2010 et de l'oxygène dissous également. La question qu'on peut se poser, c'est évidemment sur la température, on ne voit rien du tout. On a simplement des cycles saisonniers avec un écart min-max de température intégré sur tous les temps. Sur la salinité, on a des eaux de fond qui sont, alors ici c'est le fond, le max en général de salinité, il est au fond, au centre de l'étang. On est autour de 30 à 35 pour 1000 en permanence, avec des incursions de temps en temps qui sont liées au fait que soit il y a eu un coup de débit, soit il y a eu un coup de vent et on arrive juste après, et la colonne d'eau est assez homogène. Et par contre, au fond, en surface, on oscille avec des valeurs qui sont comprises entre, vous le savez, 5 et 25 pour 1000, PSU, pardon, 5 et 25. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut dire que ces séries temporelles sont différentes à partir de 2005 et de quel point de vue? D'accord? Donc, on a une forte variabilité, c'est ce que je vous disais, entre le fond et la surface, c'est ça qu'il faut retenir pour l'évolution dans le temps. Alors je me suis intéressé à quelque chose de particulier, c'est qu'en océanographie, et plus particulièrement dans les temps de Berre, on travaille avec des courbes, et cette information de courbe, elle n'est jamais prise en compte. On ne s'intéresse jamais à la forme de ces courbes. Et pour moi, il y a beaucoup d'informations là-dedans, vous allez le voir. Vous avez ici des échantillons bruts à la station H12, donc centrale. Alors pourquoi j'ai pris celle-là? Parce que c'est là où il y a une jolie stratification, s'il y en a, et parce qu'elle est assez tampon, elle est assez loin de la centrale, assez loin des entrées d'eau marine. Donc pour moi, c'est un bon intégrateur de ce qui peut se passer localement dans les temps, sur des fonds compris entre 0 et 8 mètres, sur une profondeur entre 0 et 8 mètres. Et vous voyez ici, donc, j'ai pris un échantillon, il n'y a pas tout le monde, hein, j'ai à peu près 170 profils de 3 variables physiques qui sont échantillonnés donc, du fond vers la surface. Et ce que j'essaie de faire, c'est de trouver une méthode qui étudie la forme de ces courbes, leur évolution dans le temps, mais de manière simultanée. C'est-à-dire je ne vais pas regarder simplement l'évolution de la température, puis de la salinité, puis de l'oxygène dissous. Je vais essayer d'intégrer ça et de regarder, en plus de leur évolution dans le temps, les liens qui lient ces différentes courbes entre elles. Alors pour faire ça, il faut à la fois que je tienne compte de l'aspect structurel qui est dit fonctionnel, c'est une fonction avec laquelle on va travailler, et non plus une mesure ponctuelle. Donc on va replonger ces objets dans des espaces de fonction. Et ensuite, il me faut traiter cet aspect multivarié. Une observation à une date donnée, c'est 3 courbes qui se succèdent. Une courbe de température, une courbe de salinité, une courbe d'oxygène. Alors, il y a des méthodes pour faire ça, c'est la spécialité du laboratoire dans lequel je travaille. C'est des méthodes de statistique qui intègrent cet aspect fonctionnel des données et qui travaillent dans les domaines multivariés. Donc évidemment, ce que je vais chercher à faire ici, c'est à résumer l'information commune à toutes ces courbes sous la forme de facteurs, donc de fonctions propres, ça va s'appeler comme ça, sous la forme de fonctions qui, en petit nombre, vont pouvoir m'aider à expliquer ce qui fait que, quels sont les facteurs de variabilité dans cet étang. Vous avez ici la représentation des individus, donc à hauteur de 80%, 75% d'inertie, c'est-à-dire qu'à 2 dimensions, je résume beaucoup de la dynamique de l'étang de Berre du point de vue de l'évolution de ces courbes dans le temps. Et vous avez en couleur noire et rouge avant 2005 et après 2005. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Alors là, pour l'instant, on n'en sait rien. Ce que je vois, c'est que le facteur, le deuxième facteur qui est à hauteur de 27% d'inertie, donc c'est pas mal quand même, ça fait quand même un tiers de l'information appelée dans le système. Elle est un excellent facteur discriminant. Vous avez ici des estimations des densités en rouge pour les points rouges projetés sur l'axe qui est vertical ici, et en noir pour les points nord. Donc avant 2005, après 2005, vous voyez que vous discriminez bien ces deux populations, même s'il y a du recouvrement.
ce qui va m'intéresser maintenant de regarder ce qui discrimine ces points-là, c'est les facteurs. Alors pour exprimer un facteur, je vais m'intéresser au point central qui est ici, et je vais le perturber avec ce facteur de la gauche vers la droite. C'est-à-dire que vous allez voir des courbes qui sont ici, qui vont vous avoir des signes moins et des signes plus, d'accord? Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe quand je me déplace le long d'un axe? Alors ça, c'est le premier facteur, c'est-à-dire il correspond, ce facteur, au point qui serait projeté sur cet axe horizontal ici. Et vous voyez que ce premier facteur, donc vous avez la courbe moyenne qui est... Alors, je vous rappelle que l'individu moyen de l'étang, c'est 3 courbes. C'est une courbe de température, une courbe de salinité, une courbe d'oxygène dissous en ligne continue noire. Et que fait le premier facteur? Il a essentiellement un impact sur la température. Ça veut dire que c'est un facteur saisonnier. Ce qu'on met en évidence, la répartition des points le long de cet axe, c'est un facteur saisonnier à hauteur de 50% de la variabilité du système. Et vous voyez que ce facteur saisonnier, il me fait bouger les courbes de salinité sans modifier leur forme. C'est-à-dire que vous avez simplement une translation en moyenne des courbes de salinité avec toujours une stratification plus ou moins marquée à partir de 6 mètres. Pareil pour l'oxygène. Ici, ça caractérise l'été les signes moins parce que vous avez des températures qui sont élevées. Donc en été, vous avez une stratification qui est plus marquée en hiver. Une fois, ce n'est pas nouveau, on le sait, en oxygène, en termes d'oxygène. Le deuxième facteur qui va m'intéresser, c'est celui-là. Celui-là, il n'intervient pas sur la température, ce qui veut dire que c'est un facteur qui est indépendant de la variabilité saisonnière. Donc c'est un facteur qui est lié au débit. Et qu'est-ce qui se passe sur cette chose-là? Vous voyez que, en fait, l'effet d'élissage, ça a été simplement de faire passer les débits, les valeurs de salinité de 0 à 6 mètres, de les translater vers de plus fortes valeurs. En fait, c'est évident. Je pensais que ça allait modifier fortement la courbe en bas, mais pas tellement. Finalement, ça a fortement surtout modifié la couche 0,6 mètres en gardant une salinité qui est à peu près la même de 6 mètres à 8 mètres. Et par contre, sur l'oxygène, ce que vous avez fait, c'est que vous avez modifié la forme du profil d'oxygène. De quelque chose de très anoxique, on passe à quelque chose à un polynôme de degré moindre, si vous voulez, à quelque chose qui a moins d'énergie, qui sera moins difficile à casser que cette chose-là. Donc voilà l'effet, ça c'est ce que j'appelle en fait, bien pour EDF, l'effet des régimes de turbinage et du changement de cette politique de turbinage. On voit bien que ça discrimine bien, vous l'avez vu sur l'exemple précédent.